pareil. Dis-moi Hein. Antoine et Serge, il y a quand même des musculatures qui prennent un volume impressionnant. Je veux bien que la musculation soit à l'ordre du jour. Qu'est-ce que tu Pas en dans le penses, professionnel, honnêtement? pas dans le professionnalisme. Aujourd'hui, on est Je sais pas, hein, surveillé. qu'est-ce qu'il en pense, Serge? On est surveillé. Non, mais bon, je ne sais pas si c'est un débat qui peut intéresser les jeunes, mais je pense que tu as une approche et je pense que tu le fais à dessein pour être polémique. Bien sûr, bien sûr. Tu as une approche qui est la même que Ballester dans son bouquin. C'est-à-dire, effectivement, tu pars du principe qu'a priori, tous les mecs qui sont musclés, qui courent, qui jouent au rugby sont chargés. À partir de là, tu mets le rugby dans une situation, et c'est ce que fait Ballester, où le rugby est obligé de se dédouaner, se justifier. Et à partir du moment où tu commences à te justifier, tu dis, ah bah non, on ne se dope pas, on s'entraîne, on fait 9 heures de musculation par semaine, on s'entraîne 2 fois par jour, et faites-le, vous verrez que si vous vous entraînez bien et si vous avez évidemment le physique vous allez très vite progresser en endurance et en capacité musculaire. Mais à partir du moment où tu commences à dénier, tu rentres dans une spirale qui est ainsi faite, parce que l'appareil médiatique est ainsi fait, et j'en fais partie, RMC, où eh bien, plus tu nies et plus tu es suspecté. Donc il n'y a aucun moyen de se sortir de cette polémique. Ballester fait du pognon. Oui, bien sûr. Il n'y a pas à lui jeter la pierre. D'autres font du pognon sur d'autres trucs dégueulasses. L'histoire le retiendra comme ce personnage. Après, il faut un peu de discernement, je vous le dis. Alors, je vais même être très personnel, c'est que nous, en tant que joueurs, alors j'ai été joueur jusqu'aux années 2000, j'étais champion de France avec Belle en 91 et puis champion de France avec le Stade français, mais avec à peu près les mêmes joueurs en 98, c'est-à-dire Bernard Laporte, Vincent Moscato, etc. Puis ensuite, j'ai fondé le syndicat des joueurs professionnels en 2000, que j'ai tenu bon an, mal an pendant 14 ans. J'étais président des joueurs pros. Et quand je vois des gens comme Ballester, ou toi par exemple, à travers ton attaque un peu polémique, qui disent « Oui, mais enfin quand même, Serge, vous ne pouvez pas dire que vous marchez à l'eau claire. » C'est-à-dire que c'est des mecs qui me racontent ma vie. Voilà, comme déjà à l'époque en 91, à Bègle, on avait une réputation. Non mais les Béglés, les gars, regardez-les sur le terrain. Alors je vous invite à regarder YouTube, il y a une vidéo, mais de toute façon... T'inquiète pas, on va passer les images dans quelques instants. C'est prévu. Ils sont chargés comme des chaudières. Et puis en plus, Simon, il est médecin. Donc on nous raconte notre vie. Et c'est étonnant. Hein, je ne sais pas si un jour ça vous arrivera, mais les gens, et collectivement, vous racontent une vie que vous n'avez pas vécue. En tant que joueur, donc moi je le dis, pendant une carrière qui a duré 15 ans, et pour avoir fréquenté des vestiaires qui nous ont menés au plus haut sommet, c'est-à-dire champion de France et équipe de France, je n'ai jamais vu un vestiaire se doper. Alors qu'il y a des mecs dans l'équipe qui prennent de l'imodium ou qui prennent ci ou qui prennent là. Et la créatine, alors tu considères que c'est... Voilà. Donc on s'en fout complètement. Enfin, ça, bien sûr, mais après parler de dopage dans le rugby, comme on peut parler de dopage dans l'haltérophilie, dans le culturisme, où il y a une véritable culture produit, ou dans le cyclisme, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Donc non, dans le dopage, il n'y a pas de... Dans le rugby, il n'y a pas de dopage institutionnalisé. Et après, pendant les 14 ans que j'ai été joueur pro, président des joueurs pro, je le dis et je le redis, non, il n'y a pas de dopage institutionnel dans le rugby. Après, oui, il y a des mecs qui tapent dans la boîte, qui font ci, qui font là. Certainement peut-être, mais la fédération multiplie les contrôles. Évidemment, la lutte antidopage est quelque chose qui est au cœur du dispositif sportif français et du rugby en particulier, pas plus qu'un autre sport, mais on lutte. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Alors ça ne suffit pas à faire des affaires. Ça suffit à faire des bouquins parce que ça intéresse tout le monde et parce que, comme je pense, M. Gamero, tout le monde est avide d'avoir des histoires et de laisser penser qu'effectivement, il y a une espèce de complot, on nous cache tout et que les mecs se chargent comme des chaudières. Mais non, voilà, c'est faux. Voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est archi faux. Les mecs qui jouent, c'est mes potes. Moi, je jouais avant, c'est ma vie. Et je peux vous dire que oui, alors on marchait pas à l'eau claire, on buvait beaucoup de bière et de vin rouge. On prenait des cuites. Ça, c'est la vraie culture du rugby, qui n'est pas d'ailleurs très positive non plus, parce que, et on pourra en parler. Tu l'as toujours, cette culture. S'il y a un vrai problème parce que là, de santé publique dans le rugby, c'est son rapport avec l'alcool, où il y a une véritable culture de l'ivresse. Et j'ai perdu quelques copains en troisième mi-temps contre des platanes. Et ça fait mal, voilà. Donc ces troisième mi-temps qui sont extrêmement vénérés, structurés, encensés dans notre culture, et dont je suis un acteur, et j'étais un acteur, et je suis encore un acteur, eh bien fait des victimes. Et ça, c'est vrai que à mon avis, ça c'est un vrai problème. Après le dopage, excuse-moi, mais c'est pas un problème du tout. La créatine, très bon exemple. Oui. La créatine qui est une fumisterie journalistique. La créatine, c'est de l'acide aminé, c'est-à-dire c'est des protéines.
C'est des protéines, comme n'importe quelle protéine. Vous boufferiez 10 kilos de viande rouge, ça serait comme la créatine. C'est un produit qui ne fait absolument prendre aucun muscle. On va parler de toute autre chose avec vous, les amis. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc, qu'on n'a pas entendu, parce que Jean-Luc, il est là, il est bien au chaud, là, sur l'aile, là, sur le côté gauche. Oui. Il s'apprête à déborder. Et avec toi, on va parler de la formation, mon ami Jean-Luc. Parce que s'il y a bien un truc qui vous intéresse à Castillon, bonjour Madame Christelle Leloir, qui est le Castillon qui fait venir Ali Kifakaté demain. Hein, grâce à toi, grâce à ta main, je te remercie. Et on a ton bon président, Jean-Luc, qui est là. Et Jean-Luc, évidemment, la formation, ça l'intéresse parce que je sais que Castillon, vous êtes très fort là-dessus. Parle-nous un petit peu de la formation au rugby. Est-ce qu'on peut mettre son gamin de 6 ans au rugby à Castillon? Est-ce que ça risque rien? Inquiète tes mamans, on rassure-les, je ne sais pas moi. Dis-leur quelque chose. Eh bien, non, ça risque rien. D'ailleurs, c'est la fédération qui, depuis cette année, nous a dit qu'on pouvait garder des gamins de 6 ans, de moins de 6 ans, puisque les catégories ont été changées, 6, 8, 10, 12 et 14, pour l'école de rugby. Vas-y, parle bien dans le micro, tourne pas la tête en même temps, il faut que tu gardes absolument... Vas-y, parle-nous un petit peu de cette formation à Castillon. Si de parler, je pourrais parler. Vas-y. Donc voilà, non, mais absolument. Nous, on est un petit club où on a peu de moyens. Je reviens un peu comme disait Alain tout à l'heure, c'est difficile pour les clubs. Donc on s'est penché et on a tout misé sur une formation. Voilà, sur l'école de rugby où j'ai 24 éducateurs et on s'occupe de nos enfants, de ces enfants comme les nôtres, quoi. Voilà, et puis on apprend ce que c'est les valeurs de la vie, c'est bien ça. C'est tout simple, quoi. On arrive au stade, on dit bonjour, au revoir. Et puis le rugby, les amis, les copains, et puis en grandissant, ils en apprennent toujours un peu plus. Et puis voilà, et puis ça fait un club, quoi. Parce que nous, on est vraiment le club amateur à l'état pur, quoi. Et on vit de notre formation. Voilà. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler Alain et Jean-Luc que demain, on aura des jeunes de vos deux clubs respectifs, hein, c'est bien cela. Hein, ce sont des cadets qui vont venir, il y a David qui sera là, il y aura des joueurs de l'UL. L'originalité de la journée de demain, c'est qu'on va faire encadrer cette journée par des pros et on va faire des petits ateliers. Il y aura 4 ateliers exactement, j'ai dit 6-7, je savais pas qu'il y en aurait moins, il y en a 4. Donc c'est effectivement Mathieu Caudron qui va s'occuper de ces ateliers. Le but, c'est justement de voir ce qu'on fait chez vous le mercredi. Comment vous enseignez le rugby à ces jeunes. Alors à des jeunes qui ont déjà un certain vécu dans le rugby. Hein. Les cadets, ils ont quel âge, Alain? Tu peux parler? Prends le micro, vas-y, n'hésite pas. À peu près 15 ans. 15-16 ans, voilà. 15-16 ans. 15-16 ans, on a combien de vécu de rugby en général déjà? Georges? Mais ça dépend, parce qu'on commence à 5 ans, on accepte que les gosses qui ont 5 ans révoluent, parce qu'après ça devient de l'école maternelle, il faut leur changer les couches, etc. Donc ça devient un petit peu difficile. Et bon, il y en a qui commencent à 5-6 ans pour être avec les copains, pour manger le casse-croûte. Bon, ils ne sont pas très motivés, certains, pour le rugby. Ça rend bien service aux mamans, parce que ça leur sert de garderie le samedi, donc elles laissent leur rejeton. Bon, après, ça commence à devenir 7-8 ans, jusqu'à 14 ans, l'école de rugby. Et puis après, on entre vraiment en compétition 15-16, cadet, 17-18, maintenant en junior, et ensuite en senior, avec cette catégorie intermédiaire que l'on a créée, des jeunes seniors, qui s'appelle la catégorie Bélasquin. J'imagine qu'il y a peut-être quelques jeunes qui souhaiteraient peut-être y entrer, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas Nicolas? Vous y avez pensé? Jean-Luc? Vas-y. Oui, c'est bien ce qui me semble. Qu'on a sollicité d'ailleurs et qui ont relayé notre affiche, qui ont effectivement informé de ce que nous faisions cet après-midi. Alors je ne voudrais pas non plus que nous passions trop de temps sur cette première partie rugby école de la vie. La deuxième partie, on a quand même des images à vous montrer parce que je tenais absolument à ce qu'on fasse des inserts. Alors on va aborder une thématique qu'on a un petit peu abordée déjà, mais un petit peu plus largement désormais. On va appeler ça rugby un mode de vie. Parce que s'il y a une mode rugby, eh ben, je crois que c'est plutôt celle du moment. Ça tombe bien parce que Madame Leloir, vous représentez la société Tama Pacific Islander, alors qui a été cofondée par Ali Kifakaté et Cédric Lavacellé. Demain, je suis censé mettre une chemise, je le ferai, c'est promis, devant les caméras de TV7 que vous avez designées. Et je crois, un des premiers, vous allez me dire si je me trompe, Serge, un des premiers à avoir véritablement testé cette mode rugby, c'était Serge Blanco. Parce que, est-ce que c'est le premier d'ailleurs?
J'ai un doute en ce qui concerne la mode sportswear. Il avait lancé ça, Non, Serge c'est Eden Blanco. Park. C'est Eden Park. C'était Eden Park. Eden Park, rappelez-moi, c'était les joueurs du Racing. Hein. Rappelle-moi les noms déjà, c'était qui était derrière Eden Park? Eric Blanc, Franck Menel. Oui, tout à fait. Serge Blanco, alors lui, c'est les années. On est en 80. Eden Park, c'est 87 exactement. Donc j'avais noté la date. Alors, j'aimerais bien vous entendre, les amis. Tu vas le remettre à zéro. Hop, tu le remets à zéro, tu peux? C'est possible techniquement? Alors, ok, vous connaissez? Dans notre cher petit Bayonne, il est une peña, je vous écoute. Allez, ensemble. Il est une peña. Bayonne. Allez. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Version karaoké, hein. Qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. C'est pas là. Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur. Sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. Le refrain, tout le monde le connaît, hein. C'est la peña qui crie sa joie sur ses... Allez, je vous écoute, les amis. Allez, c'est à vous. Allez, les blancs de l'aviron bayonnais. C'est la peña Bayonna. On est tous là, les gars. Encore une fois, allez, une deuxième. Allez, les blancs de l'aviron bayonnais. Jouez au rugby des quartiers, on applaudit à vos exploits. C'est gagné. Merci. Ah, tu vois, moi, ça me fait tout de suite penser, cher président, aux fêtes de Bayonne où je vais chaque année. Dis pour prendre le micro, hein. Bravo, jeune public. Ils sont bien cet après-midi. Serge, il me semble que ça a été l'hymne de la Coupe du Monde en 2007, partout dans tous les stades. Et en particulier à Chabot, on passait ça sans les paroles. Tu t'en souvenais? L'hymne de la Coupe du Monde qui s'était déroulé en France. Non, c'était pas l'hymne de la Coupe du Monde. Non. Enfin, en tout cas, tu l'avais dans tous les stades, me semble-t-il. Oui, voilà. Tu confirmes? Oui, c'était une mode, ouais. Mais c'est pas le. Non, enfin, pas l'hymne, je m'entends. Georges Duzan, vice-président de la Fédé, te dira qu'il y avait un hymne officiel. Et... Ah oui. Non, c'était un chant de supporters qui était repris, bien sûr.